Comment expliquer le retour des newsletters? Elles sont partout, on en entend parler avec Substack, avec plein de newsletters, GetReview, plein d'acteurs qui se sont lancés dans les newsletters. On le voit bien, la newsletter, c'est un peu comme le podcast, c'est une conversation choisie, un rendez-vous avec celles et ceux qui passent du temps à construire le contenu. Et puis c'est peut-être aussi un rempart pour contrer ces algorithmes qui nous ont enfermés dans des bulles qui ne sont peut-être pas les bulles dans lesquelles on aimerait être. Bref, les newsletters, c'est du marketing choisi, c'est une relation choisie. Pour en parler aujourd'hui, deux invités, Lorraine Boudard qui nous a rejoint avec nous, elle est sur le plateau, et puis Dan, j'espère que je vais bien prononcer, Gezelhardt, c'est ça, waouh, 1000 points gagnés, merci. Tous les deux, vous avez fondé Tech Trash, une newsletter, 30 000 abonnés, je crois, c'est ça. Exactement. C'est un truc assez incroyable. 30 000 abonnés, il faut. Puis c'est pas 30 000 abonnés, c'est 30 000 fois un abonné. C'est aussi le chemin que vous avez fait. Vous décryptez avec sarcasme parfois les innovations de la technologie. C'est un rendez-vous qui est très attendu. Vous mettez aussi un peu de vie intime dans cette newsletter. Vous avez fondé d'ailleurs d'autres entreprises, un studio de newsletter qui s'appelle Courriel, je crois que c'est sympa pour les entreprises qui veulent s'y mettre, Climax, une infolettre hebdomadaire aussi, qui est consacrée à la crise climatique, c'est très intéressant, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille d'aller y faire un tour. Je vais laisser Dan et Lorraine nous partager leurs réflexions sur ces newsletters, sur l'importance, sur comment on fait, et puis je vais revenir vous poser quelques questions. Lorraine et Dan, the floor is yours. C'est à vous d'être brillant, mais vraiment brillant. Merci, on a la pression. On vous laisse à tout de suite. Merci. Bonjour à tous. Donc on va essayer de vous expliquer justement pourquoi nous, on pense que la newsletter, qui est un format qui peut paraître un peu désuet au premier abord, constitue un outil qui peut nous permettre de s'affranchir de cette fameuse tyrannie des algorithmes. Et donc je vais commencer par vous peindre un tableau un peu sombre pour un peu éclairer après avec Dan et vous apporter un peu plus de lumière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on est tous bombardés d'emails dans tous les sens. Et donc, comment réussir à se faire de la place dans ces boîtes mail qui sont sursaturées et ce fameux burn-out de la boîte mail auquel on assiste aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle A World Without Email, donc Un monde sans email, qui a été écrit par un chercheur en informatique qui s'appelle Cal Newport, et qui a reçu un très grand succès aux États-Unis, qui a été repris par le New York Times, New Yorker, Wall Street Journal, donc qui a titré We Live in a New Age of Email Anxiety. Tous ces journaux en fait se sont intéressés à la manière dont l'email nous rend déprimés, sombres et anxieux. Donc c'est une chose dont on est parfaitement conscient. Et pourtant, en fait, on pense quand même qu'il y a quelque chose à faire avec ce format, et on va vous en parler un petit peu plus. En fait, Cal Newport, ce qu'il nous explique, c'est que toutes ces conversations en fait, qu'on a au quotidien, surtout dans le monde professionnel, par email, elles constituent une forme de bruit constant qu'on a tout le temps en fait, en arrière-plan, et qui nous empêche finalement de nous concentrer, qui nous empêche d'avoir une activité cérébrale qui nécessite un minimum de concentration ou de créativité. Et donc, lui, il intime vraiment à supprimer l'email dans l'entreprise, ou du moins à arrêter d'envoyer des emails à son collègue qui est juste à côté, et puis un peu réduire la cadence. Et donc, on est dans ce paysage un peu sombre, et on vous a mis un petit cartoon qui résume bien la situation, à savoir que si aujourd'hui, finalement, personne sur son lit de mort ne regretterait avoir passé trop de temps, pas assez de temps, à scroller sur Instagram des recettes de cuisine, et finalement personne aujourd'hui sur son lit de mort regretterait d'avoir passé peu de temps à répondre à des emails. Et donc on trouvait ce petit cartoon assez rigolo. Et donc aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle ce fameux burn-out de la boîte mail, sursaturation dans tous les sens. Et c'est ce qu'on appelle l'email anxiety, donc l'anxiété qui est liée aux emails. Et on le voit bien quand on part en vacances et qu'on revient au travail et qu'on a 10 000 messages en attente. On a cette espèce de boule au ventre qui est difficile à faire partir. Et donc nous, on est d'assez mauvais élèves puisqu'on vous l'a mis, on a 16 000 messages en attente. Donc on a du mal à atteindre ce fameux Graal de l'inbox zéro que pourtant tous les gourous du développement personnel et du marketing essayent de nous vendre. Et donc nous, on a encore un peu de boulot à faire.
Donc on a ce bruit constant, cette espèce de brouhaha que Cal Newport décrit dans le monde professionnel, auquel s'ajoute finalement tout un tas de newsletters transactionnels, promotionnels, dont on est bombardé aussi quotidiennement, sans forcément en avoir nécessairement envie. Donc là, je vous ai mis un petit florilège de newsletters que moi j'ai reçus personnellement ces derniers jours, et qui sont un peu, pour moi, toutes les mauvaises pratiques à ne pas faire quand on essaye d'envoyer des emails et de faire de l'email marketing. Donc le premier, c'est la Fnac, qui m'a envoyé ce mail avec ce design catastrophique, qui est une sorte de grosse image en JPEG sans texte, et qui me vend donc avec pléthore d'images et de gros chiffres des écrans plasma pour regarder le foot, alors que je n'ai jamais manifesté le moindre intérêt pour le foot sur leur plateforme et dans la vie en général. Et donc on voit bien que ça manque à la fois le message et la cible, donc il n'y a vraiment rien qui va. L'autre exemple, c'est celui de Néoness, donc qui là essaye de me faire reprendre le sport, hein, chose que je n'ai pas faite, et qui carrément donc, me m'alpague en m'appelant par mon prénom en majuscule. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on me crie dessus, ce qui n'est pas nécessairement très agréable. L'autre exemple, c'est celui de Urban Outfitters, qui là, alors je l'ai pas mis, mais c'est un gif ultra animé qui clignote dans tous les sens et qui vraiment m'oppresse pour me dire que les soldes sont arrivés et qu'il faut absolument que j'achète cette nouvelle robe. Et en dernier, là, on vous a mis vraiment le haut du panier. C'est donc Adidas qui là vraiment envoie une succession de mails quotidiennement, tous les jours, et qui en plus nous tutoie et adopte ce ton un peu faussement cool que les marques peuvent adopter parfois et qui, selon moi, est un désastre total. Et donc on a vraiment toutes les mauvaises pratiques combinées d'un coup, à la fois le harcèlement, le tutoiement intempestif et un ton qui est complètement décalé par rapport à ce qu'ils essayent de nous vendre. Donc, malgré tout, on a donc ce bruit professionnel et ce bruit transactionnel. Et malgré tout, nous, on pense qu'il y a une brèche dans laquelle on peut s'inscrire et dans laquelle il est intéressant de s'engouffrer. De creuser. De creuser, exactement. Mais c'est vrai que quand on voit tous les exemples que tu as donnés, on a vraiment l'impression que la newsletter, c'est mort, qu'on n'a surtout pas envie d'en recevoir et que, a priori, les newsletters, c'est vraiment pas le truc à faire. Et pourtant, nous, on y croit. On y croit et on n'est pas les seuls parce que depuis quelques années, vous le savez, il y a ce qu'on appelle un boom de la newsletter. C'est même un deuxième boom qui a eu lieu. Et tous les journaux en ont parlé. Le New York Times a titré « La boîte de réception est plus attractive que le fil d'actualité ». Donc c'est quand même c'est intéressant de voir que c'est le New York Times qui dit ça. Il y a eu la plateforme Substack que vous connaissez, j'imagine tous, qui est une plateforme SaaS qui permet de créer sa newsletter très facilement et qui est créée en 2017, qui a aujourd'hui 500 000 abonnés payants, utilisateurs payants. Donc pareil, on voit que ce succès montre que la newsletter en fait existe et qu'elle peut fonctionner. Et donc pourquoi ? Alors nous, on a une petite théorie par rapport à ça. C'est tout d'abord qu'on pense que la newsletter, c'est exactement ce que les réseaux sociaux ne sont pas. On pense que la newsletter, c'est un antidote au FOMO. Donc c'est un antidote au fear of missing out qu'on a, à cette peur qu'on a quand on est branché sur les réseaux sociaux, sur les feeds d'actualité et qu'on voit défiler constamment des infos et du coup que dès qu'on se déconnecte, on se dit tiens, je vais louper quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec la newsletter. C'est un antidote aussi à la sursollicitation, à la notification push qu'on va recevoir, pareil, qui provient souvent des réseaux sociaux. C'est un antidote au bruit permanent. Et c'est vrai que depuis leur création, les réseaux sociaux, donc dans les années 2000 et vraiment leur explosion dans les années 2010, nous ont vendu l'image d'un monde connecté, d'un monde plus ouvert, où on pouvait échanger avec tout le monde tout le temps. Et on voit bien que tout ça, ça a un peu des limites. Et en fait, que des fois, c'est trop de connexion, trop de connectivité, et du coup, que ça ne fait pas du bien forcément à nos cerveaux. Comme tu l'expliquais au début, il y a une vraie anxiété. Et du coup, on voit qu'avec la newsletter, en fait, on a une connexion, mais on a une connexion qui est choisie. On a une connexion, donc voilà, avec du contenu qu'on a vraiment envie de lire. Donc, il y a une reprise de décision du lecteur et donc voilà, une reprise de pouvoir. Et le patron de Substack, il a dit que justement la newsletter permet de s'opposer au sentiment croissant de désespoir sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même aussi c'est intéressant de voir ça. Et donc, pourquoi les newsletters reviennent ? Donc le rapport de confiance, il y a un rapport direct entre le lecteur et l'éditeur de la newsletter. C'est un rapport qui sans algorithme. Donc la newsletter,
on voit bien que contrairement aux plateformes qui vous rendent accro par design, en fait, qui ont des designs qui sont faits pour que vous scrolliez, que vous soyez tout le temps connecté, et ben la newsletter, c'est une expérience qui est différente. C'est une expérience sans notification, donc qui est anti-feed, anti-scroll, et c'est une expérience qui se rapproche plus de la lecture d'un journal à l'ancienne, enfin d'un journal papier, donc avec une finitude, avec un début et une fin. Donc la newsletter, quand vous la recevez, en fait, moi, quand je reçois des newsletters, je les lis un peu comme je pourrais lire le dernier journal que j'ai acheté à la gare, et donc je ne suis pas sursollicité en même temps pendant ma lecture par d'autres informations qui rentrent. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, la newsletter, c'est une reprise du pouvoir par le lecteur, parce qu'il n'y a pas de métadonnées, il n'y a pas de ciblage, et c'est RGPD friendly, pardon. Donc voilà, ça c'est le troisième point, la reprise du pouvoir qui est très importante selon nous. Donc il y a un renouveau qui est en marche. On parlait de Substack. Substack aujourd'hui, c'est 500 000 utilisateurs payants. Et donc, on voit bien les grands géants de la tech, les grands réseaux sociaux, les grandes plateformes se sont aussi réveillés. Donc, Facebook, par exemple, après avoir copié TikTok ou Snapchat, en fait, eux aussi, ils sont allés sur le créneau des newsletters. Donc là, ils ont lancé une plateforme qui s'appelle Bulletin. Il y a Twitter qui a racheté la plateforme donc, qui est concurrente à Substack, qui s'appelle Revue. Il y a aussi des acteurs de newsletters historiques qui ont une croissance assez incroyable. Il y a notamment The Hustle, qui est une des très grosses newsletters marketing américaines, qui a 1,5 million de lecteurs et qui ont été rachetés par HubSpot pour une valorisation de 27 millions de dollars. Il y a Morning Brew, pareil, qui est une newsletter qui est lue, je crois, quotidiennement par plusieurs millions de lecteurs et qui a été rachetée là par le Media Business Insider pour une valorisation de 75 millions de dollars. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose vraiment. Et donc, pour continuer sur cette bonne voie, on va vous montrer quelques cas d'utilisation que nous, on trouve intéressants, donc d'exemples plutôt à suivre. Et le premier, c'est évidemment le New York Times, qui est vraiment le maître en la matière, puisqu'ils ont une stratégie hyper rodée, hyper calée sur les newsletters. Ils ont donc 71 verticales en newsletter. Donc ils ont vraiment une stratégie de sursegmentation, c'est-à-dire que chaque rubrique a sa propre newsletter. Donc que ce soit politique, féminisme, sport, etc. Donc ça, c'est plus la stratégie de segmentation thématique. Mais il y a aussi une stratégie de segmentation géographique. Donc il y a la newsletter Canada, la newsletter Australie, etc. Et donc, ils ont vraiment connu un énorme boom l'année dernière, en 2020, avec le confinement et la pandémie. Et leur taux d'ouverture a complètement explosé. Ils ont un vaisseau amiral dans toute cette stratégie qui s'appelle The Morning, que vous connaissez peut-être, qui est leur newsletter phare, qui est envoyé quotidiennement et qui résume l'actualité finalement à tous les lecteurs, avec un édito, encore une fois, hyper travaillé, hyper poussé, etc. Et donc, The Morning, en 2020, c'était 1 milliard d'ouvertures. Donc ça vous donne une idée des ordres de grandeur qui sont en jeu avec le New York Times. Et ce qui est hyper intéressant avec le New York Times, c'est que dans toute cette stratégie globale, ils ont développé ce qu'ils appellent les pop-up newsletters. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement hyper important, d'une ampleur suffisamment forte se produit, le New York Times a une souplesse et une agilité suffisamment grande pour pouvoir développer très rapidement une newsletter dédiée à cet événement, une newsletter qui aura finalement une durée dans le temps assez limitée. Donc ils l'ont fait avec la crise du Covid, avec Corona Briefing, et c'est-à-dire que tous les jours, en fait, le New York Times envoyait des nouvelles sur ce virus qu'on connaissait finalement assez mal l'année dernière. Ils l'ont fait aussi avec la procédure d'impeachment de Donald Trump. Ils ont créé très rapidement une newsletter qui a duré quelques semaines pour suivre cet événement en particulier, un peu comme Le Monde le fait sur ses fils d'actualité, d'ailleurs en live et en direct, sauf que le New York Times, lui, a vraiment décidé d'investir ce format de la newsletter. Et donc, c'est une stratégie qu'on trouve, nous, hyper intéressante et qui est assez unique, en fait, en son genre. Donc, un autre exemple qu'on trouve très, très parlant, c'est Cynicism, qui est une newsletter donc, sur Substack, qui a 80 000 abonnés. Ouais, c'est ça, 80 000, un peu plus de 80 000 abonnés. Et c'est une newsletter qui est très spécifique, en fait, qui a un contenu très spécifique, qui est écrite par un Américain qui habite en Chine et qui, du coup, est très dense, qui va vous expliquer voilà, toute l'actualité politique, économique chinoise, mais qui est très compliquée à trouver si vous ne parlez pas le chinois.
et du coup vous allez pouvoir le lire en anglais. Et c'est vrai que c'est vraiment un exemple où donc cet éditeur, enfin cette personne a trouvé vraiment un sujet voilà, spécifique pour une niche, mais on voit que c'est une niche qui est assez grande. Et c'est voilà, en plus où on s'abonne, en fait, on a du contenu gratuit si on est juste abonné gratuitement, mais on peut s'abonner pour avoir du contenu. Et vraiment, il y a énormément de contenu, je vous invite à aller voir. Et un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est la newsletter Cortex d'Avas que vous connaissez probablement. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un exemple français. Et c'est une newsletter qui à la base en fait est un peu originale déjà parce qu'elle a une fréquence elle n'a pas une fréquence très récurrente, elle est mensuelle. C'est vrai que nous on a tendance à lire souvent des newsletters quotidiennes ou hebdomadaires ou au pire bimensuelles, mais là c'est une newsletter mensuelle. Mais elle a vraiment un contenu très fouillé, très dense aussi. Et c'est autre chose en fait. C'est pas une newsletter média, c'est une newsletter de marque. Et on voit que le positionnement d'Avas est très intéressant là-dessus. Oui, parce que c'est une newsletter de marque, mais qui est pensée comme un média à part entière. Comme un média, c'est ça, ouais. Et donc c'est ça qu'on trouvait intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le secteur français, il y a assez peu de marques qui ont investi la newsletter comme a réussi à le faire Havas. Et Havas a vraiment réussi à prendre le train de la newsletter de manière hyper intelligente. Et on trouvait que c'était un exemple intéressant à vous montrer. Après, un autre exemple, là encore un peu différent, et qu'on trouve hyper intéressant aussi à fouiller, c'est celui des newsletters locales. Donc là, on n'est pas sur une spécialisation thématique, mais géographique. Et donc, un exemple sur lequel on va peut-être un peu plus fouiller, c'est celui de Axios, que vous connaissez, qui est un conglomérat médiatique très implanté aux États-Unis notamment, qui a lancé l'année dernière 5 newsletters locales dans des villes moyennes américaines. Et avec vraiment une stratégie ultra personnalisée, très intime. Et donc chaque newsletter, en fait, commence par présenter le journaliste qui va rédiger la newsletter, puis présenter la météo du jour de manière un peu poussée, et par souhaiter les anniversaires aux lecteurs qui sont concernés. Et donc c'est vraiment un ton qui est très spécifique et qui crée vraiment ce sentiment de communauté autour d'une petite ville ou d'une moyenne ville. Et ça a vraiment ultra cartonné puisqu'ils ont plus de 300 000 abonnés en 3 mois. Donc c'est vraiment une stratégie qui est payante. Et 6am City, c'est un peu la même stratégie. Je vous invite à aller regarder. On ne va pas tout décrire ici, mais c'est à peu près le même positionnement. Et on voit bien que cette stratégie locale, elle fonctionne très bien aussi. Et nous dans tout ça, alors, eh bien, donc nous, on a commencé notre petite aventure avec les newsletters avec TechTrash. Donc voilà la première newsletter qu'on a lancée en 2017. Donc, qui est une newsletter sur le monde de la tech, des startups. Et on s'est positionné assez rapidement grâce à un ton un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de lire. Et voilà, un ton un peu mordant, un peu critique, un peu satirique, avec des rubriques aussi qui ont réussi, enfin, avec lesquelles on a réussi à faire un peu de buzz, notamment la fameuse bullshit quote, où on a pris un peu le monde des startups à rebrousse-poil. Et donc, c'est une newsletter avec laquelle on a, je pense, grâce au contenu, réussi à fédérer une communauté donc, qui était au début assez petite, mais qui a rapidement, en quelques mois, qui a grandi. On a en quelques mois réussi à avoir plusieurs milliers de personnes et aujourd'hui, on a 30 000 abonnés. Donc on est très content et il y a aussi le fait que c'est 30 000 abonnés, mais c'est beaucoup un taux d'ouverture qui est vraiment hyper satisfaisant. On est autour de 50% d'ouverture et on a aussi un fort taux d'engagement. Il y a énormément de gens qui nous écrivent toutes les semaines, qui réagissent, qui relaient. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous a poussé à creuser ce médium-là. Et on s'est dit, on va réitérer l'expérience avec Climax qu'on a lancé là il y a tout juste quelques semaines. Donc avec le même ton, avec le même angle éditorial, mais sur une autre thématique. Donc là, c'est sur la thématique de la crise climatique. Et avec un petit truc en plus, c'est que pour là, TechTrash, c'est une newsletter qui est gratuite. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite à vous inscrire. La Climax, c'est autre chose, parce qu'on s'est dit, on va tester le format payant. On s'est posé la question, voilà, est-ce que le format payant pour une newsletter, c'est possible en France? On voit bien qu'aux États-Unis, ça marche. Voilà, je vous parlais de Substack qui ont 500 000 abonnés payants donc pour différentes newsletters, donc on voit que ça peut marcher. En France, on est encore aux prémices de ça, mais nous on s'est dit il faut qu'on le tente. On a une communauté déjà qu'on a créée avec TechTrash. On va se poser là-dessus et se lancer par rapport à ça. Et on est content parce qu'en quelques semaines, finalement, on a déjà 1000 abonnés payants. Donc
pour l'instant, on se dit qu'il y a vraiment... Alors, les habitudes peuvent changer et les gens peuvent s'abonner à des newsletters payantes. Et ça nous amène à notre troisième partie de nos activités, qui est Courriel, donc qui est un studio de newsletter. Et ça, c'est vraiment... Donc en fait, on conseille toutes sortes d'entreprises, petites ou grandes, des institutionnels, des influenceurs, dans la conception de leur newsletter, s'ils ont envie d'en lancer une. Et c'est vrai que cette activité s'est lancée un peu de façon très pragmatique, en faisant Tech Trash. Donc, depuis 3 ans, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui nous ont contactés en nous disant on aime bien ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites, enfin, qu'est-ce que vous faites différemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous. Et donc, on a eu tellement de gens qui nous ont écrit pour nous demander des conseils qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on structure une offre par rapport à ça. Et il faut qu'on accompagne certaines personnes pour faire leur propre newsletter. Et en même temps, on s'est dit, on a quand même envie de garder notre ton, de garder notre identité. Donc, par rapport à ça, on s'est aussi positionné avec notre identité, nos types de visuels, avec notre site. Donc, je vous invite à aller voir, en fait, qu'on a fait à partir d'un Google Spreadsheet. Donc, on s'est dit, voilà, on va prendre les gens un peu, encore une fois, en rebrousse-poil. Et on va faire justement un site un peu différent des sites d'agences de contenu qui sont souvent très beaux, très léchés. Nous, on va faire quelque chose d'un peu plus punk, en tout cas à notre niveau, quoi. Et c'est vrai que ça marche parce que c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir le site. Alors des fois, ils n'arrivent pas trop à trouver parce que l'adresse du site est aussi un peu originale. C'est crrl.xyz. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher un peu pour la trouver. Mais quand les gens trouvent, ils sont tout de suite hyper contents parce qu'ils nous disent « Ah bah tiens, j'ai eu un peu de mal à vous trouver, mais maintenant que je vous ai trouvé, j'ai envie de travailler avec vous. » Donc on a mis un peu des embûches, mais ça marche. Donc une fois qu'on vous a convaincu que c'était pertinent aujourd'hui de lancer une newsletter, il y a effectivement quelques questions à se poser avant de vraiment franchir le cap. Bon, c'est des questions assez basiques, mais qui valent la peine quand même de se poser. La première, c'est évidemment quel est l'objectif de la newsletter ? Et est-ce qu'elle vient en complément d'une autre newsletter qui est déjà existante? En quoi est-ce qu'elle se différencie, etc. À quel public est-ce qu'elle s'adresse? Quel service est-ce qu'elle veut rendre? Est-ce qu'elle veut éduquer, c'est-à-dire informer sur un thème en particulier, par exemple sur la crise climatique? Est-ce qu'elle veut connecter, donc là plutôt créer une communauté autour d'une ville, par exemple, dont je vous parlais, les newsletters locales, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'elle veut plutôt pousser à l'action, donc agir? Ça, c'est un format dont on n'a pas trop parlé, mais que nous, on trouve très intéressant. C'est le format des mini-cours, en fait, par newsletter. C'est un format que Make Sense a essayé, d'ailleurs, pendant le confinement l'année dernière, pour vraiment éduquer sur des thématiques et former les gens pour les pousser à l'action. Donc ça, c'est aussi un format que nous, on investigue et qu'on trouve hyper intéressant. Et enfin, après, il y a la question de divertir. Et donc là, c'est plus de se dire, est-ce que je vais trouver des bons plans à côté de chez moi, des trucs à faire, etc. Donc voilà à peu près les questions qu'il faut se poser. Et puis la dernière, évidemment, comment est-ce qu'on mesure le succès ? Donc là, c'est un peu le nerf de la guerre. Et ça rejoint finalement la première question qui est quel est l'objectif de la newsletter ? Donc il y a plusieurs manières de mesurer le succès en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé au préalable. Ça peut être évidemment le trafic, le revenu, le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. Donc on le sait bien, on en parlait tout à l'heure que Apple a lancé un peu un coup d'épée dans le taux d'ouverture. Donc ça va être compliqué finalement de se baser sur cet indicateur-là à l'avenir. Nous, bizarrement, en fait, on a une approche un peu différente depuis le début. Donc ça nous pose pas tant de problèmes que ça. Parce que finalement, en fait, un peu comme tu le disais, c'est-à-dire que nous, on mesure vraiment le succès sur l'engagement des lecteurs et le taux de réponse. C'est-à-dire, quand on voit qu'une newsletter a suscité de la discussion, a bousculé, on voit bien que les gens nous répondent. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer la newsletter comme un médium assez froid, très vertical, c'est-à-dire qui va de haut en bas, alors qu'en réalité, nous, on a été assez surpris d'ailleurs quand on a lancé Tech Trash, les gens engagent la discussion. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit qu'une newsletter a fonctionné ou pas. C'est quand on mesure en fait ce taux d'engagement-là, ce taux de réponse à la newsletter. C'est comme ça que nous, on considère qu'une newsletter a été un succès ou pas. Plus que le sempiternel taux d'ouverture classique. Après, on le regarde évidemment, mais c'est pas le Graal, quoi. Alors, comment faire une bonne newsletter? Est-ce qu'il y a une recette magique? C'est vrai qu'on nous demande souvent, on nous dit oui, mais quelle est la recette magique pour faire une bonne newsletter? Alors, a priori, il n'y en a pas.
mais il y a quelques points quand même qu'on pense qu'il faut, quelques cases à cocher, en tout cas quelques questions qu'il faut se poser évidemment quand on fait une newsletter éditorialisée. Tout d'abord, la question du contenu, c'est est-ce qu'on a vraiment quelque chose à raconter? Est-ce qu'on a un contenu qu'on pense être intéressant pour les gens et pour les lecteurs potentiels? Après, il y a la question de la sincérité. D'où est-ce qu'on parle? D'où est-ce qu'on parle au lecteur? Et est-ce que est-ce qu'on est vraiment, la position de là où on parle, est-ce qu'on peut parler du contenu qu'on va traiter? Il y a la question de la sobriété. La sobriété, alors Lorraine, tu l'avais abordé un peu avec les contre-exemples du début. Et c'est vrai qu'on en voit encore de ces newsletters-là. Moi, j'ai l'impression à chaque fois de faire un voyage dans le temps et de revenir dans les années 2000. Quand je reçois des newsletters comme ça, avec des grandes bannières, avec des objets en majuscules, avec des injonctions, avec des fois des newsletters où il y a juste une seule image et en fait, il n'y a pas du tout de texte. Donc moi, je dis vive la sobriété. Et c'est vrai on peut vraiment se baser, par exemple, sur ce que propose Substack, parce que Substack, leur template de base, en fait, il est hyper sobre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la newsletter, je pense, en tout cas, elle ne doit pas forcément ressembler à ça, mais elle doit ressembler plus à ça qu'aux newsletters des années 2000 avec des images qui clignotent partout. Et le dernier point qui est intéressant, c'est la question de l'incarnation. Et encore une fois, je vais citer Substack. C'est vrai que Substack, il y a beaucoup de newsletters qui sont incarnées, qui sont écrites à la première personne et la plateforme fait tout pour. Alors, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une newsletter qui est incarnée à la première personne. Et nous, on en est l'exemple parfait. C'est vrai que TechTrash et Climax sont des newsletters qui sont incarnés, mais qui ne sont pas représentés par une personne, mais plutôt par un ton ou par une équipe. Mais après, en tout cas, il y a des choses qui sont quand même intéressantes à aller voir. Notamment, là, l'exemple, c'est celui de Emily Atkin, qui est donc une journaliste américaine qui fait une newsletter qui s'appelle Heated, qui fait partie aussi de nos inspirations sur Climax, donc une newsletter sur l'écologie, sur la crise climatique. Et elle, ce qu'elle fait, donc, alors elle incarne vraiment sa newsletter et elle a une petite astuce, c'est que dans chaque newsletter, à la fin, il met une photo de son chien ou d'elle avec son chien. Donc c'est très intéressant, ça personnalise quand même beaucoup. C'est vrai qu'au début, quand on reçoit la newsletter, on ne sait pas trop, on se dit tiens, qu'est-ce que vient faire ce chien ici pourquoi cette image-là? Et puis au fil du temps, au fil des lectures et des éditions qu'on ouvre, on s'y attache et finalement on a presque envie des fois de l'ouvrir juste pour voir cette photo-là. Et c'est marrant parce que c'est vraiment comme ça, avec cette petite astuce, qu'elle a réussi à créer un petit rendez-vous et qui fait qu'on a encore plus envie d'ouvrir sa newsletter. Et du coup, donc, se pose la question de comment grandir. Alors, une fois que vous avez votre newsletter, que vous êtes posé les différentes questions sur le contenu, sur l'incarnation, sur d'où est-ce que vous parlez, sur le design aussi, et bien voilà, une fois que vous avez lancé la newsletter, que vous l'avez envoyée à votre base de contact, que vous commencez à avoir quelques lecteurs, vous allez vous poser la question de comment est-ce que je peux grandir plus. Et là, il y a des exemples qui sont intéressants, notamment des programmes de parrainage qui, a priori, c'est vrai que quand on en parle comme ça, on a l'impression que ça fait hyper old school. Et finalement, il y a des exemples où ça marche extrêmement bien. The Hustle, donc, qui a beaucoup de lecteurs, qui a 1,5 million, c'est ça, de lecteurs. En fait, ils expliquent qu'il y a 30% de ces lecteurs qui viennent du programme de parrainage. Et donc, chez eux, le programme de parrainage, c'est quand vous poussez donc des gens autour de vous à s'abonner, vous allez avoir accès à tout un tas de contenus exclusifs, à des livres blancs, à des interviews des fondateurs, donc à tout un tas de contenus auxquels vous avez accès uniquement si vous parrainez d'autres gens. Et vous avez carrément accès aussi à des groupes de discussion Facebook qui sont privés. Donc vous devenez un espèce de privilégié un peu de la bande de The Hustle. Un autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui est intéressant aussi, c'est celui de Morning Brew. Donc pareil, une grosse newsletter avec des millions de lecteurs quotidiens. Et là, alors eux, ils sont allés sur un modèle qui est, pour le coup, beaucoup moins écolo, où en fait, quand vous parrainez des nouveaux lecteurs, vous pouvez vous gagner des points et vous recevez du merchandising. Et pareil, on se dit, tiens, le merchandising, c'est quand même un peu old school. Et en fait, ça marche chez eux, ça marche extrêmement bien. Parce que les gens sont hyper contents d'être ceux qui ont le mug Morning Brew et d'être les seuls à l'avoir, ou d'avoir le dernier t-shirt Morning Brew, qui est évidemment que accessible si vous si vous parrainez des gens via leur programme de parrainage. Et du coup, pour finir, on vous a mis quelques outils pour vous lancer, pour vous aider. C'est vraiment juste des petites choses à rajouter dans sa boîte à outils pour faire en sorte que son email n'atterrisse pas dans la boîte spam, pour vérifier qu'il n'y ait bien pas de faute d'orthographe.
et pour bien cibler la bonne boîte sur Gmail aussi, puisqu'on sait que c'est assez important. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les clés en main pour vous lancer. Bravo à tous les deux. Moi, je suis ravi de revenir. On a plein de questions dans les personnes qui sont avec nous. Je vois Hélène et Sylvie qui ont levé la main, qui ont déjà des questions à vous poser. Moi, j'en ai deux. Une toute première, c'est si vous deviez donner un conseil, on démarre par le Start with Why ou le Start with Who? On démarre par quoi? Ou par qui? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est why, je pense. C'est-à-dire, C'est qu'est-ce qu'on veut raconter? D'accord. C'est-à-dire, je pense que... Et pas à qui? Qui? Non, je pense qu'il faut avoir quelque chose d'intéressant à raconter. C'est le contenu d'abord, oui. C'est vraiment, est-ce que j'ai d'abord. quelque chose à dire avant de me dire à qui je le dis ou d'où est-ce que je le dis, quoi. D'accord, donc on démarre par le contenu et puis on a la chance d'avoir des gens qui vont vous suivre, c'est ça? 30 000 abonnés, c'est 30 000 fois une personne, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure? Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, je crois. Comment vous arrivez à garder la fraîcheur du contenu avec une audience qui augmente? Comment vous faites pour garder ce lien? Je pense que c'est la passion du contenu, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vrai que si on est passionné par... Et encore une fois, ça nous ramène au contenu, évidemment, mais si on est vraiment passionné par ce qu'on raconte et qu'on est persuadé que ça peut passionner d'autres gens et qu'on peut partager cette passion, eh bien, je pense que ça marche même si la base de lecteurs grandit. Et c'est vrai que pour le coup, Tech Trash en est un bel exemple parce qu'on a commencé petit, de façon très organique, et on n'a jamais fait de gros hacking, on n'a jamais fait grand-chose en fait pour faire grandir la base. On n'a jamais fait de publicité, rien, parce que notamment on s'est positionné vraiment contre les réseaux sociaux et anti-Facebook, voilà. Donc on n'est pas sur les. Alors on est sur Twitter, mais on n'est pas sur les autres plateformes, sur Facebook ou sur Instagram. Et donc on s'est vraiment positionné par rapport à ça et ça grandit par, je pense, le contenu qui nous a permis de grandir. Ouais. Donc fait à la main, à quatre mains, avec un cœur, avec deux cerveaux, et c'est la clé pour que ça fonctionne. J'avais une question sur votre modèle, la question un peu taquine que j'aimerais vous poser. Vous avez ouvert Courriel, vous avez ouvert l'autre newsletter, c'est parce que vous n'arriviez pas à gagner d'argent avec la première? Non, en fait, je pense qu'on s'inscrit dans ce qu'on appelle la passion economy. Et donc, pour réellement en vivre de cette passion economy, il faut mettre en place plusieurs briques. C'est vraiment ce qu'on a appris avec les années. Et donc, on a commencé avec Tech Trash, qui a un modèle qui fonctionne sur le don, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui nous donnent de l'argent alors que le contenu est tout à fait gratuit. On a poursuivi donc avec Climax, qui là est payant, mais je pense que les gens finalement payent pour nous soutenir plus que pour accéder au contenu. C'est-à-dire ils donnent à Dan et à Lorraine, ils donnent à Climax, ils donnent aux gens derrière Tech Trash pour nous soutenir plus que dans une démarche d'accès à l'information. Je pense que c'est vraiment ça derrière. Et Courriel, effectivement, c'est aussi une activité qui permet de pérenniser toutes ces briques-là qu'on a par ailleurs. Ouais. D'accord, donc sur ce troisième niveau avec Courriel, finalement, ce sont les marques, les entreprises qui payent votre savoir-faire, c'est ça, hein? Exactement. C'est ce que vous avez appris. D'accord. On va passer le micro à Hélène, qui a une première question vous concernant tous les deux. Bonjour et merci. Donc Hélène Azevedo, vous m'avez interpellée sur pas mal de sujets comme le tutoiement. Moi, je pensais que c'était plutôt en vogue. C'était pas le sujet de ma question. Ma question, c'est quelles sont les bonnes pratiques en B2C versus B2B? Parce que je suppose qu'on ne s'adresse pas vraiment de la même manière. Je pense que si, finalement, en fait, je pense qu'on en revient toujours à cette histoire il faut avoir quelque chose à raconter, quoi. Et pour moi, c'est la même chose que les podcasts de marque. Il y a des podcasts qui sont faits par Epar, par exemple. Epar a fait un super podcast, mais parce qu'il parle d'un truc qui est hyper intéressant. Il parle des intestins, etc., un truc qui intéresse. Non, mais c'est vrai, ça intéresse tout le monde, le transit. Hein. Alors qu'on a des podcasts, alors récemment un podcast de Volvo qui n'a vraiment aucun intérêt. Et ça, c'est tout simplement une histoire d'éditorialisation, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire à partir du moment où on a du ton et de l'esprit et une bonne histoire à raconter, je pense que ce soit en B2B ou en B2C, finalement, on s'adresse à des personnes, hein, on ne s'adresse pas à des robots. Donc il faut avoir un truc intéressant à raconter. Et ça, avant de passer le micro à Sylvie, qui a une question à vous poser, et ça, c'est complexe à expliquer à vos clients quand une marque en B2B vous contacte et vous dit on aimerait bien, parce que vous savez faire.
vous opérez une transformation sur quels endroits dans l'entreprise? Parfois, ça fonctionne pas. Ça en fait. fonctionne pas, ouais. Des fois, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que nous, justement, on s'est dit, en fait, comme c'est vraiment, on fait quelque chose par passion. En fait, si les personnes en face ont pas envie de le faire comme nous, on pense, elles peuvent le faire enfin, sans nous. Donc ça marche aussi, quoi. Donc parfois, ça fonctionne pas. Et parfois, par contre, les gens sont à l'écoute et voilà, se disent, en fait, chez eux, ça marche. En tout cas, ils l'ont prouvé sur une verticale, sur une newsletter déjà qui est TechTrash, même sur plusieurs. Donc on va leur faire confiance et on va tester quelque chose. Et dans ce cas-là, quand ils nous font confiance, ça marche un peu plus. Ok. Et les marques qui travaillent avec vous, quels sont les indicateurs qu'elles suivent en fait? On suit quoi? Si on veut savoir si on va dans le bon sens, qu'est-ce qu'il faut suivre? Ça dépend encore une fois de l'objectif qu'on se fixe au début. Si c'est en général plutôt une histoire de rayonnement de marque. Et donc, dans ce cas-là, c'est le nombre de lecteurs, le nombre de retours, le nombre de relais sur les réseaux sociaux, etc. Après, on n'a pas encore fait de travail sur le revenu, donc on n'a pas encore eu de cas où c'était l'indicateur qu'on suivait. Pour le moment, c'est plutôt un exemple à la Havas avec Cortex, où on est sur du rayonnement, un peu comme finalement un blog Medium il y a quelques années. C'est pas si différent que ça au final. D'accord, donc c'est du branding, c'est pas encore du commerce. Je passe le micro à Sylvie qui va vous poser sa question. Merci. Moi, je déteste les newsletters. Déjà, je voudrais commencer par le dire. Ça, c'est vraiment bien. J'en reçois Merci d'être tellement, venu. j'en peux plus. Non, j'aime que celle de PPC. Merci. Voilà, qui me tutoie, mais je le connais, donc ça va. Comment vous faites en fait pour adapter chaque newsletter à l'audience à laquelle vous vous adressez? Il faut avoir une histoire. Enfin, c'est vrai j'ai l'impression qu'on se répète, mais il faut avoir une histoire à raconter. Et c'est par rapport à cette histoire, on va se poser la question, à qui on la raconte et comment on peut la raconter à ces personnes-là. Et après, c'est vrai que nous, on disait par exemple le tutoiement, ça, a priori, on trouve ça un peu intrusif, mais il y a des newsletters où ça peut fonctionner si c'est cohérent avec l'histoire qu'on raconte et qu'on va raconter. Ce qui est compliqué, c'est quand c'est une grosse marque de type Adidas qui vous tutoie, ça n'a pas franchement de sens. Là, ça n'a pas de sens, mais ça peut avoir du sens pour certaines, quand vous parlez à certaines communautés que vous connaissez bien. Mais après, c'est vrai que nous, en fait, dans notre positionnement avec Courriel, on a de toute façon une stratégie qui est peut-être un peu différente des autres parce qu'on a ce ton qu'on garde, en fait. Donc, ce ton qui est un peu abrasif, un peu rebrousse-poil, un peu insolent, on le garde quoi qu'il arrive quand on le travaille avec des marques. Et c'est pour ça qu'elles viennent nous voir. Si elles viennent nous voir et qu'elles veulent quelque chose de très lisse, dans ce cas-là, on arrête et on voit bien que ça ne fonctionnera pas, quoi. Voilà, on leur conseillera de bosser avec d'autres gens, quoi, très compétents. Voilà. Donc vous choisissez vos clients, en fait. Oui. C'est pas mal, ça. On a les clients qu'on mérite, c'est ça qu'on dit? D'accord. Qu'on choisit, en tout cas. Ouais, vous choisissez, c'est un luxe, en fait, non? Oui, un peu, ouais. Bien, alors comment vous faites? Parce que, avec le temps, on pourrait dire, on fait une newsletter et puis l'amour du départ s'étiole peut-être un peu. Comment vous faites pour rester toujours sur un flow où vous avez vraiment l'envie de partager avec les gens qui ont pris le temps de s'abonner? C'est parce qu'on part de sujets en fait, qui infusent tellement partout dans la société que quand on parle de crise climatique, quand on parle de tech, en fait, on parle de tout, quoi. On parle de tout, ouais. On parle de la vie, quoi, en général. Il y a toujours des choses à dire. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à toujours garder le feu, la flamme. C'est que c'est des sujets qui sont passionnants et qui ne cessent de se renouveler, quoi. Et puis là, avec la nouvelle newsletter Climax, pour nous, c'est un vrai challenge aussi parce que c'est un autre sujet. Donc, la TechTrash, ça fait quelques années déjà qu'on le faisait. Là, on aborde un autre sujet. Donc, il y a un vrai travail éditorial pour trouver les types de sujets, comment est-ce qu'on va aborder la question. Et puis en plus, le challenge d'avoir une newsletter qui est cette fois-ci payante, qui est en plus hyper excitant parce que on se dit, est-ce que c'est possible en France? Il y a très peu d'exemples qui montrent que c'est possible. Je crois qu'il n'y a que BriefMe en France qui fonctionne en newsletter payante. Donc est-ce que nous, on peut être les deuxièmes à y arriver, quoi? Et à être rentable. Et être rentable, c'est la question. Mot de la fin, c'est pour toi, Lorraine. Si tu devais expliquer ton métier à un enfant de 10 ans, tu lui dis que tu fais quoi? Autrice. Autrice. Et toi? Moi, je dirais que je raconte des histoires.
qui arrivent, a priori, qui vont arriver dans le téléphone portable. Ah, attends, il y a un scoop là? Non, mais qui arrivent parce que c'est souvent dans les smartphones avec les smartphones qu'on les lit. Donc c'est pour ça que si j'explique ça à un enfant de 10 ans, voilà, j'ai dit, voilà, mais les histoires, tu peux les lire sur le téléphone que tu auras peut-être dans quelques années. Pas mal, ça j'aime bien. Merci à tous les deux. Merci. À vous d'avoir participé. Merci beaucoup. D'avoir regardé cette conférence. Merci infiniment. Et à très vite sur le site d'Inbound Marketing France. Demandez le programme. Il y a plein de tables rondes, de workshops, de trucs fabuleux. Donc à très très vite. Merci beaucoup.